On va se relancer avec une nouvelle table ronde consacrée au marché de l'autoconsommation PV en France dans un contexte de crise énergétique. Et j'appelle les intervenants, Yves Barlier, à venir me rejoindre. Rémi Bastien, Yves Barlier, qui est directeur du programme Smart Grid d'Enedis. Voilà. Bonjour Yves. Rémi Bastien, PDG fondateur d'Enogrid. Louis Lallemand, Enercop Midi-Pyrénées. Bonjour. André May, président d'Everwatt. Et Pierre-Emmanuel Roger, cofondateur de BIM Énergie. Voilà. Tout le monde est là. Écoutez, on va commencer cette table ronde. Toujours un petit mot pour les gens qui nous regardent en distanciel. N'hésitez pas à poser des questions comme vous l'avez fait lors de la première table ronde. Nous saurons relayer les questions auprès des intervenants. Et merci à vous. Encore une fois, nous allons donc enchaîner avec Yves Barlier. Vous êtes directeur du programme Smart Grid d'Enedis. L'autoconsommation a le vent en poupe, la demande explose, l'attente est forte, on vient de le voir lors de la table ronde précédente. Est-ce que le groupe Enedis est prêt à absorber tous ces flux en autoconsommation? Regardez, vous avez la petite zapette. Hop. Voilà. Donc on s'y prépare activement. J'imagine. Je pense qu'on a démontré qu'aujourd'hui, avec plus de 30 000 mégawatts d'énergie renouvelable raccordés sur notre réseau, ça fonctionne. Le défi est grand, puisque les objectifs, c'est à peu près tripler ça. Et donc, oui, on a un beau défi devant nous. Et j'étais ravi d'entendre à la table ronde précédente, je crois que c'était Madame Brottier qui disait qu'il faut renforcer les équipes d'Enedis. Absolument. Oui, c'est vrai. On a un sacré challenge. Mais on va le relever. Et c'est très motivant. On a vraiment, on est tous très motivés à ce service-là. Mais on va voir dans ma présentation que... au départ, ce n'est pas si différent que ça, l'autoconsommation de l'injection directe. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui ne veut pas dire que dans l'avenir, ça ne va pas évoluer. Voilà. C'est le gros bouton. C'est le gros. Je n'ai pas pris le bon. Excusez-moi. Je reviens en arrière. Voilà, ce coup-ci, c'est bon. Excusez-moi. Alors d'abord, revenons un petit peu sur les chiffres de l'autoconsommation individuelle. On n'est pas très loin des 200 000 installations quand même. Je vais donner une note un peu plus positive. On dit qu'on est très en retard sur l'Espagne, j'ai bien noté. On a fait plus 50% en un an. Donc c'est en train de bouger très très fort. On a dépassé le gigawatt. Vous vous souvenez, cet été, il y a eu des communiqués de presse là-dessus. Et c'est très majoritairement du photovoltaïque, ça ne vous surprend pas, puisque on va dire presque 90% de l'autoconsommation se fait avec du photovoltaïque. Donc c'est en train de bouger. C'est en train de bouger, et puis je veux vous assurer que ça pousse très fort en termes de demande côté Enedis, donc ça va encore s'accélérer. Et d'ailleurs, je me demande même si le prochain frein, ça ne va pas être la fourniture des panneaux, parce que ce phénomène, il n'est pas que français, il est européen, voire mondial. Et du coup, il va y avoir un peu une course aux panneaux, ce qui commence déjà, puisque vous avez pu le voir, les prix des panneaux ont commencé à monter. Et vous disiez d'ailleurs que ça poussait fort, peut-être plus même pour les entreprises que pour les particuliers. Alors oui, ça pousse très très fort pour les entreprises et les collectivités. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est qu'elles n'ont pas de bouclier tarifaire. Ça a été évoqué aussi tout à l'heure. C'est frappant quand même parce que oui, aujourd'hui, le photovoltaïque, il est très compétitif. Je souscris complètement à ce qui a été dit tout à l'heure. Absolument, c'est compétitif. Seulement, quand vous avez un bouclier tarifaire, la rentabilité, vous la voyez moins. Elle existe aussi, mais elle est plus lointaine. Et du coup, c'est moins incitatif. Donc c'est un peu le paradoxe, c'est que le bouclier tarifaire qui a été mis en place pour des millions de Français, il est quelque part aussi un des freins à l'autoconsommation individuelle, donc il faudrait trouver des solutions. Voilà. En tout cas, sachez qu'Enedis est déjà engagé depuis plusieurs années maintenant pour faciliter l'autoconsommation. Je rappelle qu'on a des outils de simulation en self-care, comme on dit aujourd'hui, pour que les porteurs de projets puissent regarder un peu comment ils peuvent se raccorder sur notre réseau. On est en train d'améliorer ces outils régulièrement. On a le compteur Linky pour l'inférieur à 36, je vous le rappelle, il compte dans les deux sens, c'est quand même sympa, et on peut même avoir des petits graphiques comme vous avez sur la droite de l'écran, donc la consommation et l'injection sur le même graphique. Donc pour évaluer comment se comporte votre installation, c'est quand même très intéressant. Et puis vous le savez aussi, ça fait quelques années maintenant qu'on a un contrat d'accès et d'exploitation unique pour simplifier les autoconsommateurs qui ne souhaitent pas vendre leur production. Donc tous ces outils, on les améliore, on a encore des projets avec pour ça.
Et on espère bien qu'ils vont être pleinement utilisés, notamment les simulations. On est en train d'améliorer l'outil. On espère que ça va vraiment se développer. Maintenant, regardons un petit peu l'autoconsommation collective. Alors, ça bouge aussi, même si les chiffres ils sont moins impressionnants. Je ne vais pas vous parler de 200 000, je vais vous parler de 100 opérations collectives. Alors, vous allez me dire, ouais, 100, ça ne fait pas beaucoup. Oui, ça ne fait pas beaucoup, mais il y a un an, au même moment, on en avait 30. Donc, vous voyez, ça bouge aussi. Ça progresse. On en a autant en projet. Donc, on pense que ça va doubler dans les prochains mois. Et quand vous verrez la carte par région, vous apercevez que c'est vraiment vrai dans à peu près toutes les régions de France. Alors, il y en a qui sont en avance sur d'autres. C'est intéressant de voir, par exemple, que les Hauts-de-France sont plutôt en avance sur d'autres régions. Mais partout, c'est en train de se développer. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder sur cette centaine d'installations quels sont les taux d'autoconsommation et d'autoproduction. Donc, vous avez à droite là un petit graphique. C'est une moyenne, enfin, c'est un cumul de l'ensemble des opérations. Comme ça, on respecte bien sûr la confidentialité des données. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez en bleu le taux d'autoconsommation. Donc, qu'est-ce que c'est ? Quelle va être la part de la production locale qui va être consommée localement. Donc, évidemment, en hiver, la part de production locale, elle est plutôt faible. Elle va monter. Elle est plutôt forte, excusez-moi. Oui, la production est plutôt faible, donc la part consommée localement est très forte, excusez-moi. Vous avez 86% et puis vous allez descendre l'été à 63%. Vous avez le phénomène inverse quand je regarde le taux d'autoproduction. Donc cette fois-ci, c'est quelle est la part de la consommation qui est produite localement. Donc en hiver, il y a moins de soleil, évidemment, vous avez un taux plus bas et on s'aperçoit que l'été, on a des taux d'environ un tiers. Voilà. Donc ça, ce sont des chiffres globaux France. Alors évidemment, sur l'année, ça fait des chiffres moins impressionnants, mais on a pensé quand même intéressant de vous montrer ces différences entre l'été et l'hiver, ce qui est très important dans le dimensionnement de notre réseau. Voilà. Et là, je voulais y venir donc justement sur la suite. Pourquoi est-ce que c'est important pour le dimensionnement de notre réseau, tout ce développement ? Vous avez à gauche un exemple de schéma en autoconsommation, avec un seul compteur Linky qui va compter dans les deux sens. Le photovoltaïque qui va créer un flux d'injection, la consommation un flux de soutirage. L'impact sur le réseau, ça va être l'écart entre les deux. C'est le flux S-I. C'est ça qui va être injecté ou suturé sur le réseau. S-I. Maintenant, vous déplacez un compteur Linky, vous en rajoutez un deuxième plutôt. Vous ne le déplacez pas, mais vous en rajoutez un deuxième, parce que vous passez cette fois-ci, par exemple, en vente en totalité. Le fait de déplacer, de rajouter simplement un compteur, ça ne change pas les flux au moment où vous le faites. Vous avez toujours l'injection, vous avez toujours le soutirage, et vous avez toujours le même flux S-I sur le réseau. Donc, ce n'est pas l'autoconsommation toute seule qui va modifier les flux. Ça va être quoi ? Ça va être le changement de comportement du consommateur. Parce que l'autoconsommation, ça va changer les signaux tarifaires, vu du client, et donc il aura incitation à se comporter différemment. Mais c'est important de bien comprendre que techniquement, c'est les mêmes flux au départ. C'est d'ailleurs vrai aussi des contrats. Je tiens à le dire parce qu'on entend des fois dire on veut avoir un contrat pour être alimenté par telle ou telle centrale photovoltaïque. Oui, c'est tout à fait possible. Ça ne change pas les flux sur le réseau a priori, sauf si vous changez votre comportement. C'est vrai aussi sur le statut public ou privé des câbles. Des fois, j'entends dire il faudrait tirer un câble privé pour être garanti que ma consommation, elle vient du solaire ou de l'éolien. Techniquement, non, ça ne change rien. Le statut privé ou public d'un câble ne change pas les flux. Les contrats ne changent pas les flux. L'autoconsommation en elle-même ne change pas les flux. Ce sont les comportements des consommateurs ou des producteurs qui peuvent éventuellement stocker une partie de l'énergie. Le consommateur, il peut faire de la flexibilité, il peut consommer plus à telle ou telle heure. C'est ça qui va changer les flux sur le réseau. Un changement de mobilité, d'équipement de mobilité. Si on achète une voiture électrique, forcément, ça va changer aussi ? Alors oui, absolument. Alors la voiture électrique, donc avec ce type de raisonnement, effectivement, si elle se charge à midi pour être solaire, ça ne sera pas du tout pareil sur un impact sur les flux que si elle se charge la nuit pour bénéficier des heures creuses. Donc du coup, si je regarde maintenant quel va être l'impact de l'autoconsommation sur le réseau, il faut savoir que le réseau, on ne le dimensionne pas en moyenne. Il est là pour servir d'assurance, pour apporter une puissance garantie d'insertion comme de soutirage de 24 heures sur 24,
365 jours par an, avec un signal de tension normé que vous connaissez, entre plus ou moins 10%, une fréquence normée. C'est ça qu'apporte le réseau, avec une fiabilité de 99,9%, supérieure à 99,9% en France. C'est ça qu'apporte le réseau. Donc, il est dimensionné aussi pour, par exemple, le mois d'août, lorsque dans une zone, tout le monde est en congé. Il y a la production photovoltaïque, il n'y a plus de consommation, le réseau doit évacuer le photovoltaïque. Il est aussi dimensionné pour la semaine de pluie en hiver où il y a de la consommation, mais pas de production PV. Donc si vous me demandez quel est l'impact sur le réseau de l'autoconsommation, je vais vous dire ça dépend. Ça dépend parce que si vous arrivez à réduire la pointe de soutirage en hiver ou en été, sans créer pour autant de contraintes d'injection, oui, il va y avoir un impact positif sur le réseau. À l'inverse, si au mois d'août, vous créez une contrainte d'injection donc qui nécessite de renforcer le réseau, et en même temps que vous ne réduisez pas la pointe de la consommation, là c'est l'inverse, l'autoconsommation va augmenter les coûts du réseau, va impacter négativement le dimensionnement du réseau. Puis bien sûr, après, vous pouvez croiser avec les différentes situations où là, je vais vous dire, ça dépend. Ça dépend. Pour reprendre l'exemple qui a été cité à un moment tout à l'heure par un intervenant de la table ronde, disait le coût de raccordement parfois coûte très cher, notamment en zone rurale. C'est vrai, mais je vais vous dire, quand un coût de raccordement coûte très cher, c'est que l'énergie n'est pas consommée localement. Si l'énergie est consommée localement, le coût de raccordement ne coûte pas cher. Voilà. D'où l'enjeu des flexibilités pour arriver à optimiser tout ça. Mais je crois que ça sera l'objet d'une table ronde cet après-midi. Absolument. Absolument. J'ai une dernière question qui a été abordée tout à l'heure sur le tiers investissement. Selon la règle édictée par Enedis, le contrat ne peut être qu'au nom du consommateur et pas du tiers investisseur. En cas de faillite, c'est vrai, la vente du surplus va dans la poche du liquidateur, pour le coup. Quelle réflexion vous avez sur ce sujet ? Je pense qu'il va falloir bouger là-dessus, il va falloir faire évoluer les choses, mais c'est complexe. C'est complexe en quoi parce que derrière, il y a des problèmes de responsabilité des différents intervenants vis-à-vis de la sécurité et vis-à-vis des finances. Il y a les finances, mais il n'y a pas que les finances, il y a la sécurité. Tout à l'heure, c'était très bien dit, la sécurité est quelque chose de très, très important. Et du coup, en cas de problème, vers qui on peut se retourner. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder calmement. Il ne faut pas se précipiter, je pense, sur ce sujet-là. Il faut l'examiner pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier ça. Vous y travaillez ? Oui, on est prêt à y travailler. Vous êtes prêt à y travailler ? Oui, d'accord. Absolument. Parce que c'est un des freins, effectivement, au développement aussi de l'autoconsommation, via le tiers investissement. Merci beaucoup. On passe à Rémi Bastien. Vous êtes PDG, vous êtes fondateur d'Enogrid, peut-être PDG aussi d'ailleurs. Juste président. Juste président. Bon. Très bien. Votre entreprise a été créée fin 2018. Elle est spécialisée dans l'autoconsommation collective. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers ce type de principe énergétique, finalement ? Oui, bonjour, et bonjour. Merci pour l'organisation. Oui, alors effectivement, Enogrid, on s'est créé en 2018, un peu au tout départ de l'autoconsommation collective, parce qu'on était très attirés par ce principe de circuit court et ce principe d'inclusivité dans l'autoconsommation collective, c'est-à-dire que n'importe qui peut participer à une autoconsommation collective, alors que tout le monde n'a pas forcément les moyens techniques ou financiers d'installer des panneaux solaires chez lui. Donc c'est vraiment ça, au départ, la raison d'être d'Enogrid, de pouvoir intégrer tout le monde dans la transition énergétique. Et aujourd'hui, se rajoutent également les sujets de pouvoir protéger également tout le monde de la crise énergétique qu'on subit. Peut-être pour... Une vocation sociale, donc assez forte. Sociétale. Oui, c'est ça. Ouais. Peut-être pour représenter rapidement Enogrid, parce qu'on est moins connu qu'Enedis, évidemment, donc pour expliquer un petit peu de quel point de vue je parle. Donc, comme vous l'avez dit, on est spécialiste dans l'autoconsommation collective. On intervient uniquement sur ces typologies de projets, peu importe les porteurs de projets. On fait de l'accompagnement opérationnel de l'idéation à l'exploitation, et notre volonté, c'est vraiment de développer et de mettre à disposition des outils logiciels pour les porteurs de projets et pour toute la filière. Donc voilà, à date, c'est à peu près plus d'une centaine de projets accompagnés dans toute la France et une petite quarantaine d'opérations qui sont suivies en exploitation. C'est dans l'autre sens. Ouais, c'est le gros bouton. Voilà. Logique. Non, il ne veut plus. Je voulais, comme on parle, comme le titre, c'est le marché de l'autoconso dans un contexte de crise énergétique, je voulais un petit peu... montrer les exemples de ces conséquences de crise énergétique, de cette flambée des prix pour les consommateurs. On en a déjà un petit peu pas mal parlé ce matin. Donc on est tous au courant que le prix de l'électricité marché a complètement explosé ces derniers mois pour arriver jusqu'à 1 000 € le mégawattheure pour livraison en 2023.
Aujourd'hui, les consommateurs au TRV, au tarif réglementé, sont relativement protégés. Néanmoins, on est quand même monté à 17,4. Là, c'est une option base en août 2022. Ça a déjà été annoncé qu'on va avoir une augmentation de 15% à partir de 2023. Mais surtout, ce qui était intéressant de voir, c'est comment la composition du prix de l'électricité TTC a changé. On avait pour habitude de dire au départ 1 kWh, c'est un tiers d'énergie, un tiers de taxes et un tiers de contribution au réseau. Là, on voit qu'aujourd'hui, avec le bouclier tarifaire, les taxes qui s'appellent maintenant l'accise ont quasiment été grandement réduites. Et on voit que le prix de l'énergie, lui, a pris une part prépondérante dans l'électricité TTC. On est au-dessus de 56% du coût de l'électron dans le kilowattheure TTC. Donc ça a un gros impact dans l'autoconsommation collective. On se souvient des années précédentes où on dissertait de comment trouver une rentabilité dans l'autoconsommation collective pour les fournisseurs, alors qu'on applique le TURP et les taxes sur les kilowattheures échangés par le réseau. Aujourd'hui, c'est des discussions qu'on a beaucoup moins parce que tout simplement, rien qu'avec le prix de l'énergie, les producteurs trouvent une rentabilité. C'est encore plus vrai pour tous les acteurs qui n'ont pas accès au TRV. Là, je vous ai mis un exemple qui est en plus pas trop méchant, d'une entreprise qui a récemment changé son contrat d'électricité. On est à 35 euros 35 centimes du kilowattheure TTC. On a connu pire. Hein. On a connu pire. J'ai entendu 60 récemment. Donc voilà, on voit aujourd'hui que ce prix de l'électricité, c'est même plus une question de est-ce que les taxes ou le TURP viennent un peu altérer la rentabilité des projets. Là, on est vraiment passé ces considérations. Donc, dans ce cadre-là, je rejoins totalement ce qui a été dit en introduction et aux tables rondes précédentes, c'est que l'autoconsommation collective, c'est vraiment un outil face à la crise énergétique. Donc, pour rappel, pour ceux, si jamais il y a besoin, autoconsommation collective, on parle de producteurs et de consommateurs qui s'échangent localement de l'électricité solaire. On a vu deux types de projets qui ont été montrés par la personne du CIDEV, des opérations patrimoniales assez simples, où c'est une collectivité qui fait de l'autoconsommation collective sur son propre patrimoine. C'est des choses qui sont très simples à mettre en place, notamment pour les collectivités, mais ça peut se faire également pour les entreprises. On a des opérations qui vont être un petit peu plus abouties, un peu plus complexes. Qu'on appelle les opérations ouvertes, où on va intégrer une multitude d'acteurs, et on peut avoir des opérations également à vocation sociale développées par des bailleurs. Donc ça, c'est vraiment nous ce qui nous intéresse. Et ce qu'on voit maintenant dans le contexte de crise énergétique, c'est que les projets sont rentables pour les producteurs, quasiment quels que soient les segments, quelles que soient les puissances, peuvent être même plus rentables que les tarifs d'obligation d'achat, que les appels d'offres creux, qui n'ont plus besoin de subventions. Et que les consommateurs, eux, restent intéressés parce qu'ils peuvent bénéficier d'une électricité verte et locale à prix maîtrisé. Donc en fait, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Les producteurs arrivent à trouver un débouché intéressant avec plein de bénéfices locaux qui sont extrêmement intéressants, c'était détaillé tout à l'heure. Et les consommateurs, eux, sont demandeurs. Alors après, effectivement, il y a plein de choses à améliorer, notamment pour une collectivité qui souhaite être consommateur dans ce type d'opération pour améliorer la sécurisation juridique des modèles. Mais voilà, c'est des choses qui se développent et sur lesquelles il y a une forte demande. Et nous, ce qui nous intéresse particulièrement chez Enogrid, c'est cette notion d'inclusivité, comme j'ai dit, qui permet des nouvelles formes de solidarité. Je pense notamment aux projets développés par les bailleurs. Je pense à certains projets aussi où on peut avoir des tarifs préférentiels pour les associations, pour des logements précaires. Ça, c'est des choses qui sont permises en autoconsommation collective et qui sont, de mon point de vue, extrêmement importantes. Et dans ce contexte-là, ce qu'on a vu depuis maintenant 6-8 mois, c'est vraiment une multiplication des projets avec un changement d'échelle. La première raison, c'est que depuis 4 ans qu'on y est, il y a une maîtrise et il y a une diffusion du modèle. Ça commence à infuser. On n'est plus sur des projets pilotes, on est vraiment sur des déploiements. Je pense notamment au projet dans le Morbihan qui a été porté par Morbihan Énergie et qui commence vraiment à avoir plus d'une quinzaine d'opérations en fonctionnement.
On voit aussi que qu'il y a eu des évolutions positives en 2021 qui permettent un peu ce changement d'échelle. Je pense à l'ouverture à la HTA. Avant, l'autoconsommation collective était limitée au réseau basse tension. Le fait de l'ouvrir à la HTA a permis l'intégration de centrales plus importantes, de producteurs industriels et tertiaires, et on se retrouve avec des opérations plus grosses. C'est-à-dire qu'on est passé de quelques kilos à des mégawatts. Et aujourd'hui, alors autant avant, uniquement sur le réseau basse tension, la limite de 3 mégas, on avait du mal à l'atteindre. Aujourd'hui, la limite de 3 mégas, elle est atteinte assez souvent sur certaines zones d'activité. Nous, on a des projets où on a dû superposer 2 opérations d'autoconsommation collective parce qu'on avait 5 mégas. Donc là, je rejoins la proposition d'Enerplan d'ouvrir à 10 mégas, ce qui permettrait aussi, alors je sais qu'on parle beaucoup de solaire, mais ça permettrait aussi d'intégrer de l'éolien dans les opérations d'autoconsommation collective, parce qu'une éolienne, c'est 3 mégas, donc on arrive rapidement aux limites aussi. L'éligibilité à l'obligation d'achat avec le S21 pour l'autoconsommation collective a permis de faire aussi des choses intéressantes. Déjà faciliter la revente du surplus et également ce principe de réversibilité entre autoconsommation individuelle et autoconsommation collective est très intéressante. On n'a plus cette contrainte pour un producteur de devoir tout faire en même temps, c'est-à-dire je développe ma centrale et je dois mettre en place mon opération d'autoconsommation collective. Un producteur peut très bien se dire je commence à faire ma centrale, 100% de mon surplus est en obligation d'achat, et une fois que ma centrale c'est en exploitation, tout se passe bien, je commence à intégrer mon opération d'autoconsommation collective et je n'ai pas besoin de changer ou de casser le contrat d'obligation d'achat. Donc tout ce cadre-là fait on voit de nouveaux porteurs de projets arriver. Au départ, c'était essentiellement porté par les collectivités à différents niveaux, par les bailleurs sociaux. Aujourd'hui, on voit des entreprises, des développeurs ENR avec différentes sensibilités. Je pense qu'on aura 2 exemples après qui vous présenteront tout ça. Donc voilà, on voit vraiment la filière qui, avant, regardait l'autoconsommation collective en disant c'est pas rentable et c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est des modèles vraiment qui intéressent et qui, je pense, vont prendre pleine place dans la transition dont on a tous besoin. Et pour terminer, nous, chez Enogrid, on a vraiment observé une forte problématique dans les études des projets d'autoconsommation collective, énormément de demandes qu'on a reçues depuis 6 mois de gens qui se disent quel type de projet d'autoconsommation collective je peux lancer. Donc on a lancé un nouveau service, un outil de simulation d'autoconsommation collective qui est à disposition des professionnels de l'énergie qui veulent réaliser leurs études en complément des études solaires, on va dire classiques, des études de production, ce qui permet de faire les modélisations énergétiques, les modélisations économiques, l'analyse organisationnelle. Et voilà, notre but, c'est vraiment de faciliter l'accès rapide à des études très complètes d'autoconsommation collective pour vraiment massifier ce modèle. Enolab, donc. Enolab, voilà c'est le nom qu'on a choisi. Allez, parfait. Merci beaucoup, Rémi Bastien. On revient vers vous, Yves Barlier. Une question de Sarah Ormazabal. Que pensez-vous du forfait raccordement évoqué tout à l'heure dans le cadre du plan autoconsommation? Alors, le plan autoconsommation, ça va être le fil rouge un peu de la conférence tout au long de la journée. Je pense qu'il va y avoir des questions qui vont se référer à ce plan, donc ce fameux forfait. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a des avantages et des inconvénients, donc il faut prendre le temps d'y réfléchir là aussi. Vous savez, il y a une vingtaine d'années, il y avait ce qu'on a appelé pour les consommateurs des tickets verts, tickets jaunes, tickets bleus. Peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent. Et la partie de vie, la vie était très simple pour nous. On aimait beaucoup ça. Et quand est arrivée la loi SRU avec toutes ses conséquences, ça a compliqué considérablement notre travail, ça a impliqué les collectivités en charge de l'urbanisme, qui ont exprimé pour certaines d'entre elles des mécontentements. Et ça a impliqué du coup des devis plus longs à faire, du coup un dialogue plus complexe avec les clients, et du coup derrière parfois des contestations. Donc le fait de faire des devis à chaque fois, identifiés à chaque cas, ça a vraiment compliqué notre travail au moment où c'est arrivé. Alors ça c'était, j'allais dire, avant l'arrivée des énergies renouvelables. Depuis de l'eau coulée sous les ponts, si vous regardez bien nos barèmes de raccordement, on est en train de négocier avec la CRE la 7e version, mais si vous regardez les versions de 1 à 6 qui ont évolué, vous verrez que de plus en plus, on a cherché à simplifier. Et notamment pour les petites puissances, à faire finalement l'équivalent des forfaits. Donc en fait, ça existe déjà un petit peu. C'est vrai que ça n'existe pas pour les puissances plus importantes. Pourquoi ? Si je reprends l'exemple tout à l'heure des zones rurales que j'évoquais, c'est vrai qu'un raccordement de 200 kW en zone rurale, ça peut parfois coûter très cher en raccordement. Mais pourquoi ? Parce que l'énergie n'est pas consommée localement. Si vous forfaitisez ça, ça veut dire que donc lui va être gagnant, ça veut dire aussi que d'autres vont être perdants.
Il y a une moyenne qui va se faire, hein, comme toujours dans les forfaits, il y a les perdants et les gagnants. Et en plus, vous perdez le signal prix sur la localisation. Or, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut facilement se raccorder? C'est en ville. Et où est-ce que se développe le photovoltaïque? C'est en zone rurale. Et un peu, heureusement, en zone périurbaine. Si vous forfaitisez ça, vous risquez de perdre, d'affaiblir l'incitation à essayer de s'installer en ville, même si je sais très bien que c'est très compliqué de s'installer en ville, j'y habite aussi. Alors tout le monde n'est pas d'accord, alors je vais bouger. Hein. J'ai vu des hochements de tête. Et donc, Michel. Oui, Michel Lamotte, administrateur Enerplan, et j'ai porté beaucoup de projets. Effectivement, on commence à comprendre pourquoi on ne peut pas faire beaucoup d'autoconsommation en France, parce qu'effectivement, en ville, c'est peut-être facile pour Enedis, mais c'est les ABF qui bloquent tout. Et en milieu rural, non, on ne peut pas dire que c'est parce que la consommation ne se fait pas sur place. Moi, j'ai vu quand même un certain nombre de cas où, en fait, on en profite, entre guillemets, pour rénover le réseau. C'est-à-dire que c'est la pauvre personne qui a voulu mettre son 9 kilos sur sa grange, à qui on dit « Oh là là, mais attendez, c'est pas possible, là, il faut absolument refaire toute la ligne ». Donc, effectivement, vous avez un barème de raccordement, je dirais pour la partie finale du raccordement, qui est au forfait. C'est vrai qu'on est passé de 5 ou 6 catégories, je crois qu'il n'y en a plus que 2. Mais par contre, dès qu'on commence à dire « Ah oui, mais attention, il y a extension de réseau », ou je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, en gros, il faut travailler sur la ligne, et là il n'y a plus de limite, quoi. Mais encore une fois, il y a quand même un certain nombre de cas en milieu rural où même les gens chez vous reconnaissent que ce qu'on est en train de faire, c'est rénover la ligne aux frais du pauvre producteur. Bon, le débat est ouvert. Vous avez une réponse à apporter? Écoutez, il faut regarder les cas. S'il y a eu des abus, c'est pas normal. Vous avez raison. Mais après, il y a des règles à respecter. Elle est compliquée, la loi SRU, on ne fait pas ce qu'on veut non plus. Voilà. Après, il faudrait regarder au cas par cas. Mais en tout cas, gardez bien en tête que de toute façon, quelqu'un va payer. Donc c'est soit la collectivité, soit le demandeur. Mais quelqu'un va payer. Voilà. Merci beaucoup pour cet échange. On poursuit la table ronde avec Louis Lallemand. Vous êtes d'Enercop Midi-Pyrénées. Enercop est une coopérative énergétique qui vise la viabilité économique via l'intérêt collectif. On y revient, le côté sociétal. Vous portez un projet politique avant tout. Alors, vous faites partie des pionniers de l'autoconsommation collective. Vous nous expliquez un petit peu ce que vous avez développé déjà? Ouais, alors, donc, Enercop Midi-Pyrénées, c'est pas moi. Hein, je suis responsable développement au sein d'Enercop Midi-Pyrénées. Ouais. Effectivement, nous, on défend un modèle de développement de l'autoconsommation collective comme un bien collectif, en tout, puisque l'énergie, d'autant plus dans un contexte de crise, y a un glissement sémantique qui implique de sortir aussi d'un modèle très centralisé de gestion de l'énergie, de vision politique de l'énergie, et de revoir initialement un modèle énergétique comme à ses tout débuts, hein, finalement, de développement d'électrification rurale à partir des communes, à partir des collectivités locales, pour répondre à un besoin local. Donc effectivement, c'est pour ça que nous, en tant qu'Enercop local, on est présent physiquement aussi sur le terrain pour répondre aux enjeux du collectif, aux enjeux des collectivités, des citoyens, des entreprises, à travers le développement de moyens renouvelables. Juste petit historique, nous on fait partie d'une fédération de coopératives. Aujourd'hui, Enercop, vous connaissez le fournisseur qui a un peu plus de 100 000 clients, qui était un des pionniers sur l'énergie verte, qui avait vocation à développer le modèle du contrat direct des producteurs vers les consommateurs. Aujourd'hui, on a ce souhait de rendre ce contrat encore plus direct, localement, et d'ailleurs sortir un peu de cette logique de consommateur, et vraiment avoir une vision sociétaire autour d'un bien commun qui est l'énergie. Voilà. Donc on a aujourd'hui une quinzaine de coopératives. On est en format SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif, autour de divers principes en fait, de commerce équitable autour de l'énergie. Le principe du multisociétariat avec le principe d'une personne égale une voix. Et le principe de lucrativité limitée, qui est aussi inscrit directement dans nos statuts et qui implique le réinvestissement de nos bénéfices au sein de l'objet social, donc le développement des énergies renouvelables par et pour les citoyens. Et donc effectivement, à ce titre-là, on est une entreprise agréée ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, et labellisée également Finansol pour tout ce qui est finance solidaire.
Vous avez été particulièrement pionnier en matière d'autoconsommation collective. Effectivement, puisque Enedis vient de l'évoquer, aujourd'hui il y a une cinquantaine d'opérations d'autoconsommation collective en France. D'une part, une centaine, pardon. Il y en a une cinquantaine dont le surplus est racheté directement par Enercop. C'est-à-dire qu'effectivement, hier, il n'y avait pas de solution pour la valorisation de ce surplus et avoir ce coup de pouce pour ces opérations d'autoconsommation collective qui se retrouvaient avec parfois des volumes assez insignifiants, mais néanmoins indispensables à valoriser pour passer le cap de la viabilité économique. Et donc Enercop se positionnait comme racheteur de surplus. Historiquement, on a accompagné aussi plus de 20 opérations sur l'ensemble du territoire français. On a la première opération d'autoconsommation collective en termes de puissance installée, et je vais en parler juste après, qui est un exemple assez emblématique de coopération territoriale dans la banlieue d'Albi, au Séquestre, la commune du Séquestre à Carlus, qui fait 250 kW crête, et qui est la première opération d'autoconsommation collective à partir d'un parc au sol. Ça aussi, c'est quelque chose qui, à notre sens, va avoir tendance à se développer, puisqu'on parle beaucoup d'autoconsommation collective à partir de bailleurs sociaux, à partir de toitures, etc. Il y a aussi un développement qui est possible à partir de centrales au sol, avec du coup, des coûts qui sont inférieurs, qui sont beaucoup plus viables économiquement pour l'opération, et aussi pour les consommateurs finaux. C'était sur une carrière, je crois. Tout à fait. En plus, ouais. Voilà. Tout à fait. On expérimente aussi tout ce qui est autoconsommation collective et mobilité en milieu rural. On a accompagné un exemple assez emblématique d'un village d'Api en Ariège qui compte une trentaine d'habitants, qui vont tous faire partie d'une opération d'autoconsommation collective qui devrait être inaugurée d'ici un mois. Et avec toute la logique aussi, on parlait de synchronisation de la consommation avec la production. Là, en l'occurrence, ils installent plus d'une dizaine de véhicules électriques sur leur commune, qui va faire augmenter du coup la consommation. Et l'idée, c'est de se sécuriser par rapport à cette croissance de la consommation et de facto une dépendance aujourd'hui réelle au marché énergétique qui explose. Et on est aussi une société qui souhaite innover sur tout ce qui est solidarité territoriale à travers du don d'énergie solidaire avec Énergie Solidaire, qui est une association qui œuvre contre la précarité énergétique des ménages. Et enfin, on met en place aujourd'hui une plateforme qui va être dédiée à la gestion d'opérations d'autoconsommation collective et de communautés énergétiques. Des choses, en fait, un ensemble d'outils. Donc finalement, Enercop et l'autoconsommation collective, c'est un acteur fédéré, présent dans tous les territoires, au service de la transition énergétique et citoyenne des territoires. On est un acteur d'utilité publique et collective. On n'est pas là pour s'en mettre plein les fouilles, et on a une vision plutôt qui est long terme et démocratique autour de l'accès à l'énergie. Et donc avoir une vision de l'énergie comme un commun, et de développement de ces nouveaux moyens de production, pour le faire de manière solidaire et avec une vision long terme. Et donc on se positionne sur l'ensemble finalement des étapes de développement d'un projet d'autoconsommation collective, à la fois au niveau de l'émergence, au niveau de l'émulation des citoyens, des collectivités, mettre en lien tous ces électrons presque politiques finalement, autour de l'émergence du projet, voir où sont les besoins, voir de quelle manière est-ce qu'on peut y répondre. On participe à tout ce qui est réalisation, que ce soit au niveau des études techniques, purement pour l'installation d'un parc photovoltaïque, mais aussi de consommation et l'interface. On va réaliser tout ce qui va être travaux, investissements, coordination avec les équipes d'Enedis, gestion des flux. Et enfin, en phase d'exploitation, en tant que SCIC, nous, on peut être personne morale organisatrice de ces opérations d'autoconsommation collective. On gère tout ce qui peut être vie de la communauté autour de ces opérations d'autoconsommation collective. Et on se positionne aussi comme support à travers la mise en place d'une plateforme numérique de gestion à la fois des flux d'énergie, mais aussi des flux, tout ce qui va être administratif, facturation,
Donc vous êtes sur l'ensemble de la chaîne et de valeur, juridique. en gros. Donc voilà, on se positionne sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc à travers notamment aujourd'hui le lancement d'Elocop, qui va être cette plateforme qu'on va mettre, qu'on a l'intention aussi de mettre au commun, c'est-à-dire une plateforme en libre qui a vocation à servir de coup le collectif, à être enrichi par toutes ces communautés d'énergie qui vont se former autour des opérations d'autoconsommation collective. D'accord. Tout au long de cette chaîne de valeur, les blocages sont où? Parce qu'on parle beaucoup de freins, de blocages. Pour vous, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Vous qui faites ça au quotidien, finalement, vous développez au quotidien ce type d'opération. Alors, les blocages, ça va être très clairement trouver le moyen d'associer les moyens de production avec le besoin local. Donc ça va être parfois le foncier, tout simplement. Avoir des toitures ou des endroits qui ne soient pas trop contraints. On a parlé des ABF, on a parlé des contraintes techniques sur les nouveaux bâtiments. Généralement, les AC, on privilégie avant tout l'installation de moyens de création d'activités. Donc ça, effectivement, c'est un principal blocage, si on veut développer l'ACC. Aujourd'hui, il y a certains freins qui se lèvent, notamment grâce à l'extension du périmètre à jusqu'à 20 km en zone rurale. On parle d'un TURP spécifique. Vous êtes parmi les premiers, je crois, à utiliser effectivement, le TURP spécifique. On a une opération sur Saint-Afrique qui était le premier TURP spécifique en France. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est toujours le cas. C'est quand même dingue. On a créé un TURP spécifique et il n'y a qu'un cas en France, c'est vous. Oui, parce que tout simplement, il faut que vos participants à l'opération d'autoconsommation collective soient sur le même poste de transformation. Ouais. Or, quand vous développez un projet, c'est très compliqué de gérer aussi une interface physique avec vos usagers. Donc vous êtes obligé de repenser l'opération d'autoconsommation collective à l'aune d'une contrainte géographique très précise et assez restreinte. Néanmoins, voilà, il y a sans doute des À quoi sert ce TURP spécifique alors? C'est ça la question qu'on peut poser. Peut vous la poser peut-être? Nous, il nous sert sur cette opération. Ouais. Et après, effectivement, c'est dans des cas assez spécifiques, finalement, qui peut être utile. Oui, si on refait l'histoire de ce... Attendez, là, ouais, c'est bon. Oui, si on refait... Non. Oui, c'est bon, pas encore. La régie? Je parle. Oh, sinon, je vous passe mon micro. Hein. Oui, si on fait l'histoire de ce TURP spécifique, il faut rappeler que son origine, c'était l'écart qu'il y avait entre l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation collective. En autoconsommation individuelle, effectivement, tout ce qui est consommé à partir de sa production locale, de fait, vous n'avez pas de sous-tirage sur le réseau et vous faites une économie sur votre facture. C'est vrai qu'en autoconsommation individuelle, on n'avait pas du tout ça, puisque, par définition, les flux locaux transitent à minima par le réseau basse tension et quelquefois par le réseau HTA. Donc, du coup, effectivement, la Creux avait construit dès TURP 5 d'ailleurs, pendant la période de TURP 5, un premier TURP autoconsommation collective où elle proposait une baisse du TURP pour les flux produits localement, parce qu'il ne transitait que par le réseau BT, donc elle avait enlevé la partie financement du réseau HTA. Et puis, à l'inverse, il y avait une hausse pour les flux qui étaient alloproduits, pour reprendre l'expression de la Creux, et donc qui venaient de l'extérieur. Dans le TURP 6, si vous avez suivi les débats, le TURP pour la production locale a un peu baissé, mais il n'est pas à zéro, contrairement à l'autoconsommation individuelle. Il n'est pas à zéro, puisqu'il y a bien des flux sur le réseau BT, et il y a toujours le TURP alloproduit qui est un peu plus élevé. Voilà l'histoire où elle en est aujourd'hui, mais il y a bien un intérêt pour, en tout cas, les opérations d'autoconsommation collective qui ont fait des efforts de synchroniser production et consommation. Il y a bien un intérêt à utiliser, dans ces cas-là, le TURP d'autoconsommation collective. Et je pense que c'est le cas de l'opération que vous avez décrite tout à l'heure. Je pense qu'il y a eu une économie de TURP pour les clients. Oui, effectivement. Enfin, nous, dans tous les cas, ça fait partie des simulations. Et là, en l'occurrence, sur le projet de Saint-Afrique, qui était une des 10 premières opérations d'autoconsommation en France, la première en Occitanie d'ailleurs, qui est assez modeste, qui est sur 30 kg sur une toiture de Biocop avec 3 participants, où là, effectivement, il y a un intérêt économique pour les différents participants. D'accord. Vous êtes un peu en laboratoire là, sur cette opération, on va dire. Un site pilote, quoi. Ouais. Ouais, effectivement. Et on continue du coup à être pilote, puisqu'il y a quelques mois, donc, comme je le disais, on inaugurait le parc photovoltaïque de Pousse-Pisse
Alors, c'est un nom fleuri parce qu'on est dans le sud-ouest. Hein. Je vous passe les autres noms qu'on peut avoir de parc Crassou, de parc de Couscouille. On aime bien donner le nom du lieu-dit à nos parcs photovoltaïques, mais je crois que c'est assez d'usage dans la profession. Et là, en l'occurrence, Pousse-Pisse, parce qu'on est sur un ancien vignoble qui donnait du vin de très mauvaise qualité. Donc, ça s'explique. Ça s'explique. Donc, ils ont décidé de l'arracher pour faire une carrière. Et quand la carrière a fini de produire, on a décidé de mettre en place un parc photovoltaïque. Et donc, un parc qui est assez emblématique, finalement, des coopérations territoriales, d'une belle coopération territoriale. La particularité, c'est que c'est un peu un parc ventouse qui s'appuie sur un autre moyen de production renouvelable qui fait à peu près 5 mégas, qui est sur du foncier communal, qui a eu lieu il y a quelques années. Donc là, on est sur la commune, physiquement, on est sur la commune de Carlus, juste banlieue sud d'Albi. On est sur du foncier qui appartient à la commune du Séquestre, qui est la commune voisine, qui fait à peu près 1600 habitants. 1000 visiblement la diapo. Et il y a eu ce premier projet développé il y a quelques années, dont les élus ne se souviennent aujourd'hui pas de qui est le propriétaire, puisque c'est vraiment une gestion en termes d'actifs financiers. Ça a changé peut-être 3 ou 4 fois demain. Exactement, qui était initialement développé par un développeur classique, et puis qui a été revendu à divers autres acteurs. Et il y avait cette volonté de garder une réserve foncière pour un autre projet qui fasse beaucoup plus de sens. Et là, en l'occurrence, c'est la commune du Séquestre qui a souhaité non pas maximiser le loyer qu'ils pouvaient espérer sur un foncier à peu près un peu supérieur à 1 hectare, mais avoir une gestion qui soit équitable et une gestion de l'énergie qui soit équitable, avec une vision long terme, et avoir un intérêt en fait à contrôler ses coûts énergétiques. Alors, vous replacez le contexte, l'initiation de ce projet c'est plutôt 2019-2020, on est avant tout ce qui est crise énergétique et les jolis graphes en Everest qu'on vient de voir. Et donc avec cette vision en fait, des communes qui perdent complètement le contrôle sur leurs finances, et à la fois sur toute la logistique et sur toute la maîtrise aussi de l'énergie. On a d'un côté des parcs qui appartiennent à des privés et aucun droit de regard finalement sur la gestion, le passage de main en main et la valorisation de l'énergie. Bon, en revanche, pas de souci pour tout ce qui est taxes et loyers, il y a aussi d'autres avantages. Mais il y a un réel intérêt à avoir cet approvisionnement finalement pour une collectivité et une prise de conscience aussi que finalement si c'est la collectivité c'est pas grave, sauf que aujourd'hui sur le terrain on se retrouve avec des collectivités, des Comcom qui se retrouvent avec des factures de plus 6 millions par rapport à l'an dernier. À la fin les 6 millions quand ils sont pas en caisse, la question c'est on les trouve où? Ça fait réfléchir. Et généralement c'est le contribuable qui va payer. Donc autour de ce parc, il y a aussi tout un écosystème qui a participé à l'émergence. Tout simplement, il y a le SDE, syndicat départemental d'énergie du Tarn, qui a participé à l'animation. Il y a aussi des coopératives locales, donc typiquement Solena, qui est Solaire en Albiégeois, qui est une coopérative de citoyens qui investissent sur des toitures de particuliers. Cop de Sceaux, qui est également une coopérative qui investit sur des petits moyens de production. C'est un vrai projet de territoire. Voilà. Et un installateur courant naturel qui est local. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un parc de 250 kW crête, qui est un petit moyen de production. Quand je dis petit, c'est en comparaison, effectivement, juste à côté, un moyen de 5 mégas, mais dont l'ensemble de la production, donc 320 MWh à peu près, est dédié aux consommateurs locaux et dans une vocation assez universelle. Donc là, il y a à la fois des collectivités, à la fois des particuliers, à la fois des entreprises du secteur du tertiaire qui sont aussi tous impactés fortement par la crise. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un prix de l'énergie qui soit coûtant. Donc nous, notre vocation, c'est vraiment d'être au service de l'intérêt collectif et donc d'avoir une vocation non spéculative sur les prix de l'énergie, de se positionner sur 30 ans. Enercop Midi-Pyrénées, en tant que coopérative, on n'est pas rachetable, on n'est pas cessible et on a une vision long terme de développement des énergies renouvelables au service des citoyens. Parfait. Merci. Juste une question. Comment faire pour dupliquer ce qu'Enercop Sud fait en local avec des acteurs sur d'autres régions, comme la Bourgogne-Franche-Comté, par exemple? Alors, on est en train C'est un appel.
qui vous est lancé en fait. En tout cas, nous, on est en train de dupliquer cette stratégie. Et très clairement, on s'aperçoit, la logique de loyer que je l'évoquais, il y a un glissement sémantique de l'intérêt des collectivités qui dit en fait, moi, le loyer, c'est très bien, c'est sécurisé, mais en fait, c'est ma facture aujourd'hui qui va exploser. Et en plus, d'autant plus que l'inflation sur les prix des loyers se répercute aussi sur les prix de l'énergie aujourd'hui. Donc, il y a un effet de vase communicant qui est assez délétère et pervers. Donc l'idée, c'est de dire, en fait, on fait les projets les plus vertueux possibles pour avoir un prix de l'énergie directement qui impacte directement les collectivités autour. Donc ça, clairement, c'est faire comprendre en fait aux collectivités déjà que n'y a pas que le loyer qui compte, il y a aussi le prix de l'énergie. Et le prix de l'énergie, typiquement, c'est à quel acteur vous confiez vos actifs, enfin vos parcs solaires. Et des acteurs qui sont plutôt avec un esprit coopératif. Comment faire du coup pour dupliquer ? S'entourer d'acteurs qui visent l'intérêt du territoire. Il y a des coopératives de partout, il y a des acteurs qui développent l'autoconsommation collective. Et donc, comme je disais, nous on va essayer de mettre en place ces outils-là de gestion des flux, d'accompagnement, d'ingénierie. Au service de l'ensemble des territoires. Merci beaucoup, Louis Lallemand. Merci pour ces présentations. André May, on poursuit avec vous. Vous êtes président d'Everwatt. Vous avez fait de la réalisation de boucles locales d'énergie en autoconsommation collective votre projet d'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est que ces boucles d'énergie, ce collectif initié pour développer l'autoconsommation collective en France ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous faire intervenir. Alors, juste voilà la présentation d'Everwatt. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre objectif est de créer le maximum de points, plusieurs milliers de points de production d'énergie solaire en France et aussi hydrogène en France, Espagne, Portugal et Allemagne. Voilà. Et donc là, on rentre dans le vif du sujet sur l'aspect autoconsommation. Donc, on a commencé l'autoconsommation individuelle en 2018 avec Plurial Novilia. Donc, on a installé 12 maisons avec panneaux photovoltaïques plus des batteries. Donc, du matériel principalement chinois. Et comme l'expérience a été très positive, c'est-à-dire que les locataires ont vu leur facture baisser de façon considérable. En ce moment, on travaille sur un projet avec eux de passer de 10 maisons à 123 maisons. À cette heure-ci, on a à peu près 80 maisons d'installées. Et donc là, on est passé en tout français avec des panneaux Voltec et des batteries qui sont issues de la filière de recyclage et dont le bilan carbone est divisé par 2. Et donc, on a beaucoup travaillé... C'est votre projet à Reims. Voilà, c'est ça qui est soutenu par Sol Solidaire, qui a son dîner ce soir, et où peut-être nous retrouverons tous ensemble pour ce dîner. Donc, tout à fait. Et voilà. Il se trouve que je les représente ce soir. Oui, on se reverra donc dans la journée. Ils n'ont pas pu se déplacer. Donc là, c'est un projet qui est formidable parce que donc c'est de l'autoconsommation collective par groupe d'une vingtaine de maisons. Et là où on a beaucoup travaillé avec Plurial Novilia, c'est que 2/3 des économies soient apportées aux locataires. Donc on s'est engagé vis-à-vis de Plurial Novilia à ce qui est au moins une diminution de leur facture de 490 € par an. Je dois dire que la conjoncture nous aide à atteindre plus facilement cet objectif, mais bon, en 2020, on était plutôt dans le sens inverse, et donc c'était compliqué. Et le deuxième indicateur que je voulais vous présenter, c'est qu'on travaille sur tous les critères que vous connaissez, mais sur l'autoconsommation avec panneaux photovoltaïques plus batteries recyclées. On met aussi le chauffe-eau comme une sorte de batterie d'énergie. Eh bien, le taux d'autoconsommation, on s'est engagé à ce qu'il soit supérieur à 90%. Ça veut dire qu'on a un cercle très vertueux. Alors, au début, Plurial Novilia a eu du mal à trouver les locataires en disant, voilà, il y a ça. Et donc, on avait que 25% des locataires qui disaient, OK, j'adhère
à cette opération parce que quelque part ils n'y croyaient pas et ils voulaient voir le dessous des cartes. Voilà. Pourquoi cette frilosité en fait des gens? C'est quoi? C'est l'inconnu? Honnêtement, on avait misé avec eux sur 75%, mais les dernières maisons, on est sur 75%. Voilà, donc entre le début et la fin du projet, eh bien, on est passé de 25 à 75%. Là aussi, le prix de l'énergie nous aide à aller dans ce sens. Clairement. Voilà, donc sur cette partie-là, ce qu'on voit, c'est que on en parlait, enfin vous en parliez tout à l'heure. Eh bien, les locataires sont fiers de leur installation. Et donc, ils vont voir leurs voisins. Et aujourd'hui, on a des voisins qui ne font pas partie du parc de Pluriel qui viennent nous voir en disant moi aussi, je veux avoir des panneaux comme. Pourquoi j'ai pas ça sur ma maison comme mon voisin d'à côté. Voilà, donc, donc d'ici la fin d'année, on aura nos 123 maisons, parce que c'est le projet 1, 2, 3 Soleil, d'où les 123 maisons. Le projet initial, c'était 120 maisons. On est passé de 120 à 123. Et donc là, on développe des solutions totalement intégrées avec des acteurs, donc Voltec pour les panneaux, Syria pour l'électronique de puissance et la SNAM pour les batteries recyclées. Voilà, donc ça c'est un beau projet effectivement qui est aidé par Sol Solidaire, mais aussi Climaction et le FEDER. Alors, sur vos boucles d'énergie aujourd'hui, vous en avez combien sur le territoire? Alors, si on projet. Voilà, si on parle. Bon, là, effectivement, juste un point, on ne peut pas concurrencer ce qui a été dit tout à l'heure avec les 50 propositions, on n'en a que 3, mais vous les verrez tout à l'heure. Mais sur le côté de la boucle d'énergie, puisque c'est celle dont vous parlez, donc Overwatt, on est structuré en forme de société de société à impact, et c'est-à-dire c'est trouver une cible, construire une offre pendant à peu près 1 an et avoir le côté scalable, donc le passage à l'échelle, pour qu'on puisse aller rapidement par la suite. Et donc le premier projet, on a mis un peu plus qu'1 an pour l'incuber. Donc c'est sur la cible, c'est une ZAE, c'est les zones commerciales qui sont en périphérie de ville. On parlait de centre-ville et de zones rurales, donc ça c'est des ZAE, des zones commerciales qui sont au milieu. Donc celle-ci, elle est plutôt très urbaine d'ailleurs, et eh bien, on travaille sur le côté autoconsommation collective, donc dans un rayon de 1 km. Alors très souvent, eh bien, ces zones commerciales, elles seront le long d'une nationale ou le long d'une avenue, et donc on a plutôt une sorte de trait ou de ligne droite. Et bien sur cette ligne droite, il y a 68 magasins, et il y en a 12 qui vont faire partie 12, et c'est en train de passer à 18, qui vont faire partie de notre opération. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une boucle? C'est boucle énergie investie. Et donc, on travaille avec des banques mutuelles locales pour avoir le côté du territoire, parce qu'on est très implanté dans le territoire. Et sur ces boucles, donc, on a des magasins qui nous prêtent ou qui nous mettent à disposition principalement leur parking, et aussi leur toiture. Et donc, il y a des grands magasins, des grandes surfaces sur lesquelles on va pouvoir installer 500 kW, voire 1 mégawatt pour certains. Et puis après, il y a des magasins plus petits. Donc, l'objectif, c'est d'aller au bout de la réglementation et donc de concevoir et de construire des boucles de 3 mégawatts sur cette fameuse boucle de ce fameux cercle, parce qu'en fait, on transforme la ligne droite en cercle de 1 km. Alors, on travaille sur le côté inclusif aussi, parce que le dimanche, il y a des zones commerciales qui ne fonctionnent pas, et donc on a un surplus d'énergie. Et bien, ce surplus d'énergie, on va le vendre à un coût très réduit aux bailleurs sociaux. Donc, par exemple, sur Saint-Martin-d'Air, eh bien, on a conclu une convention sur 20 ans avec 3 bailleurs sociaux qui vont récupérer cette énergie, enfin un certain quantum d'énergie, pour baisser les charges communes de l'ensemble de ces immeubles. Donc ça veut dire qu'ici, on a des magasins qui nous mettent à disposition des terrains. Ces terrains, c'est des parkings, c'est 100% artificialisé. Donc là, on a beaucoup moins on n'a pas d'études faune-flore qui peuvent durer 1 an, etc. Donc là, c'est plutôt très bien accepté. Et puis après, il y a des magasins qui peuvent être les mêmes, qui peuvent être consommateurs. Et donc, on a beaucoup travaillé sur le niveau juridique pour avoir un package qui aille de bout en bout pour que chacun puisse être producteur
ou consommateurs. Alors, on parlait du 3 MW, eh bien, évidemment, on espère que ça passe à 5. Nous, on disait 5, mais bon, les 50 propositions, c'est 10. Bah, effectivement, on adhère. 2 kilomètres aussi, peut-être ? Voilà, c'est ça. Voilà, tout ce qui peut aller plus loin, c'est très bien. Mais pour l'instant, comment on va au bout du modèle, bien, le modèle est rentable pour tout le monde. Hein, c'est que chacun a de l'énergie verte, moins chère. Et en fait, on a beaucoup parlé avec les grandes surfaces qui parlent énergie, mais qui parlent aussi parcours client. Hein, quand on a une voiture qui est protégée, eh bien, on peut passer 1, 2, 3 ou 4% de plus de temps dans le magasin. Et donc ça, c'est très, très important. Alors bien sûr, quand on présentait ce projet il y a 12 mois et quand tout le monde s'est aperçu de la réalité des choses avec ce que nous a présenté Rémi tout à l'heure sur l'augmentation démente du prix de l'énergie, ben, aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, première boucle. Donc on est très fiers de travailler avec des grandes sociétés comme Lidl ou comme d'autres grands magasins. Pour l'instant, ça va être inauguré le 11 octobre. Et je dois souligner, parce que on le fait sur les autres slides, hein, c'est pas parce que vous êtes là, qu'on a un support complet de la part d'Enedis. Voilà, donc on vous remercie au niveau de... Voilà, il nous aide et il nous aide aussi à déployer ces boucles. Voilà, notre objectif, c'est ce type de boucle de 3 MW, qu'elle soit finie, qu'elle soit en service milieu de l'année 2023 et qu'elle soit complète fin 2023. Notre objectif est d'en faire 100 d'ici 2025, donc 300 MW installés dans des boucles de ce type-là. Et vous êtes bien avancé, ouais, pour arriver ça va arriver vite 2025, une centaine de boucles. Voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la préfiguration. On en a 10 ou 11 aujourd'hui de préfiguration et on a 35 à 40 cibles. Donc voilà, pour l'instant, on est sur notre plan de marche. Bah écoutez, c'est passionnant. Merci beaucoup, André May. Merci. Juste une question de Michael Bouvier. Pardon. Comment accéder à Enolab ? C'est simple. Site internet ? Site internet, évidemment, il faut prendre contact avec nous pour en discuter commercialement. Et après, c'est accessible tout simplement via notre site internet avec un accès logging sécurisé. Allez, c'était le petit moment de pub. On finit la table ronde avec Pierre-Emmanuel Roger, cofondateur de BIM Énergie. Voilà, vous êtes spécialiste de kits solaires plug and play. On pourrait appeler ça boom énergie presque en ce moment, hein, avec le grand boom. Vous vivez ça, vous aussi ? Oui, absolument. Et c'est intéressant. On parle beaucoup d'autoconsommation collective ici. Et là, peut-être avec BIM Énergie, on va parler plutôt d'autoconsommation individuelle, mais collective, vous allez le voir. Ouais. C'est extrêmement intéressant de voir qu'il y a effectivement un boom et un engouement qui fait que ça devient collectif. Alors peut-être je vais commencer par vous donner, vous présenter un petit peu BIM Énergie parce qu'on est relativement récent dans le panorama du solaire en France. D'ailleurs, je remercie Enerplan de nous avoir invités et de nous avoir fait participer à cette table ronde. Les dernières années, on était plutôt dans la salle, donc c'est bien de voir qu'on grandit. C'est une belle étape pour nous aussi. BIM Énergie, donc, on a été créé à Nantes en 2019 avec cette idée de vouloir rendre le contrôle de l'énergie au consommateur final via une expérience utilisateur qui soit particulièrement bonne et on espère être inégalée. Et notre premier produit, ça a été la conception et le développement et du coup aujourd'hui la commercialisation d'un kit plug and play solaire de 300 watts. Alors vous avez une représentation en bas à gauche de notre kit solaire et de son packaging et de tout ce qu'il contient, et puis en bas à droite un exemple de comment ça se monte. L'idée, c'est que ce soit extrêmement facile et extrêmement rapide de déployer du solaire, mais surtout que les gens aient envie de le faire. Et nous, on s'est aperçu très tôt chez BIM que quand vous parlez aux gens dans la rue et que vous leur parlez de solaire, il y a la très très grande majorité des gens qui ont une très bonne image du solaire. Je pense que pratiquement toutes les études qui sont publiées par Enerplan et par d'autres montrent qu'il y a une appétence forte du solaire. Mais finalement, et ça a été redit plusieurs fois, on est plutôt à aujourd'hui 100 000 installations en autoconsommation. Donc finalement, il y a vraiment un grand écart entre cette volonté des gens d'aller vers le solaire et la réalité de l'installation. Et on s'est aperçu de quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de freins à l'installation du solaire. Je vais pas les redonner parce qu'ils ont été longuement exposés juste avant. Mais il y avait aussi un frein qui était
était tout simplement... les gens trouvaient que les panneaux solaires n'étaient pas forcément esthétiques, étaient peut-être compliqués, que c'était peut-être des objets encore trop techniques, c'est-à-dire faits par des ingénieurs pour des ingénieurs. Et finalement, entre un panneau solaire qu'on installe en toiture ou dans un champ solaire et un panneau qu'on peut installer chez soi, c'était les mêmes. Et on n'a pas forcément envie d'avoir les mêmes choses. Et du coup, nous, chez BIM, on a essayé de faire véritablement repensé... Redesigné, absolument. On a redesigné vraiment à partir d'une feuille blanche ce kit solaire pour qu'il soit maniable. C'est le seul kit solaire qui se met dans le coffre d'une voiture, c'est-à-dire que vous pouvez l'acheter dans une grande surface. Et d'ailleurs, aujourd'hui, comme je le dis, on est commercialisé chez Leroy Merlin, Boulanger et Nature et Découverte. Donc, on s'est aussi remis au plus proche du consommateur final. Le but, c'est de lui apporter du solaire là où il est. Et une fois rentré chez lui et qu'il a sorti son kit BIM de 300 watts de son coffre, en moins d'une heure, il peut seul, sans compétences techniques particulières et sans être un grand bricoleur, installer son kit BIM. Donc, il suffit que vous ayez 2 mètres carrés, que ce soit sur une surface, donc au mur ou au sol. On n'installe pas ces kits sur le toit parce qu'on n'a pas envie que les gens montent sur le toit s'ils ne sont pas professionnels. C'est pas le but. En tout cas, c'est notre vision chez BIM. On leur déconseille. Voilà, en tout cas, on n'a pas développé ce kit pour être sur le toit. On préfère que ce soit simple et vraiment monsieur et madame tout le monde puisse le faire. Et puis ensuite de ça, il y a un instant un peu magique, c'est que vous venez tout simplement brancher ce kit dans une prise de 130 volts classique 16 ampères. Et pour la première fois, vous avez un équipement qui non pas tire de l'énergie, soutire de l'énergie, mais qui vient réinjecter de l'énergie. Et l'énergie est 100% autoconsommée dans votre foyer, puisque vous avez en fait chez vous ce qu'on appelle un talon de consommation. C'est quoi le talon de consommation ? C'est tous les appareils électriques qui continuent de tirer sur votre compteur, même quand vous avez claqué la porte de votre maison et que vous allez travailler. Vous avez la VMC pour avoir un air sain chez vous, vous avez la box Internet qui continue à tourner. Alors, on nous dit de l'éteindre, et c'est vrai, mais il y a beaucoup, il faut le faire, effectivement, mais il y a de plus en plus de gens aussi qui télétravaillent. Donc en fait, finalement, on a aussi besoin, quand on est chez soi en journée, potentiellement d'avoir des appareils électriques qui tournent. Il y a le frigidaire, voilà, il y a plein d'appareils et chacun pourra se reconnaître dans son foyer et pourra faire l'exercice chez lui de regarder en pleine journée à quelle vitesse tourne son compteur électrique. Et du coup, le but ici, c'est de venir effacer une partie de ce talon de consommation avec une électricité qui soit verte, locale et moins chère, parce qu'aujourd'hui, et je reprends évidemment les chiffres qui ont été partagés par d'autres intervenants avant, on a globalement sur la durée de vie de l'actif un prix de l'électricité qui est 2 fois moins cher que le tarif réglementé. Donc on a les mêmes calculs, on arrive à peu près à 9-10 centimes d'euros du kilowattheure, là où effectivement aujourd'hui on est plutôt à 18, et qui sait demain à combien on sera. Je pense qu'il y a les projections les plus folle. Et le temps de retour d'un tel produit ? Le temps de retour, c'est comme le solaire, c'est globalement en France aux alentours d'une dizaine d'années pour des panneaux qui sont faits évidemment pour durer au moins 25 ans, voire plus. Là où je parlais de communauté, et c'est extrêmement important, c'est que notre produit est connecté, et c'est-à-dire que quand vous installez un kit BIM, vous voyez ce que vous produisez, mais vous voyez aussi ce que le reste de la communauté de BIM Énergie produit, et je pense que ça permet d'avoir un engouement. Nous, on a mis 18 mois pour installer le premier mégawatt, et puis là, en 3 mois, on a fait le second mégawatt, et là, on va faire 1 mois pour installer le prochain mégawatt. Donc, il y a vraiment... Ça s'accélère, là. Ça s'accélère énormément, et en fait, on s'aperçoit qu'on développe du solaire. On est peut-être chez BIM les gens qui développent du solaire le plus rapidement finalement en France, parce que c'est extrêmement simple. Encore une fois, en 1 heure, vous déployez du solaire et vous le mettez chez vous, et les gens adhèrent à ce discours et se voient avec ce genre de produit chez eux. Et ça permet de déployer très rapidement. Au début, on était un peu au fond de la classe, on était petit, 300 watts, c'est quoi ? Effectivement, à côté de tous ces grands projets solaires, ça paraît ridicule. En fait, c'est ridicule quand vous êtes seul, mais c'est pas du tout ridicule quand vous avez une communauté qui est grandissante. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut vraiment apporter notre pierre à l'édifice dans les objectifs extrêmement ambitieux qui ont été rappelés aujourd'hui de la PPE sur le déploiement du solaire en France. Les chiffres ont été avancés par Laetitia tout à l'heure. Je pense que les kits solaires plug and play, BIM Énergie, et puis évidemment tous les autres acteurs qui veulent rentrer sur ce marché-là, on peut apporter notre pierre à l'édifice. Vous parliez du design de vos panneaux particuliers. C'est quoi ? C'est un cahier des charges et vous faites fabriquer
en Chine, et c'est des panneaux avec un design différent. Est-ce que vous avez une ambition de le faire fabriquer en France un jour ? Oui, c'est une excellente question. Donc, effectivement, les panneaux solaires, on les a conçus, nous, en interne. On les fait fabriquer avec une usine partenaire en Asie. On a développé un certain nombre de panneaux en France au début de l'aventure, avec une usine qui n'a pas réussi à nous accompagner sur les volumes qu'on avait besoin. Parce que, comme je vous l'ai dit, on va très vite. Finalement, on a rapidement saturé la capacité des usines avec qui on a parlé. Et bien évidemment, on est toujours en connexion et en discussion très étroite avec des acteurs locaux. Et on voit qu'il y a un dynamisme fort pour faire revenir, j'aurais pas la fin de ce mot-là, de faire revenir en France des usines qui fabriquent des panneaux solaires. Et nous, évidemment, on sera les premiers à venir les solliciter. Relocaliser, bien sûr. Relocaliser, merci beaucoup. Je vous en prie. Les panneaux solaires. Effectivement, ils ont un design qui est breveté et déposé et qui plaît énormément à nos clients. D'accord. Pour conclure ? Alors pour conclure, j'ai un deuxième slide et je voudrais en profiter pour partager cette fois-ci un travail qui a été collectif. Hop là. Il ne veut pas venir ? Non. Il va venir. Ouais. Alors justement, chez BIM, on est un peu pionnier de ces microsystèmes solaires d'autoconsommation plug and play, mais on n'est pas les seuls. Et on pense depuis le premier jour que ça peut véritablement être une solution qui est démocratique, efficace pour baisser sa consommation électrique de 10 à 15%, puisqu'aujourd'hui, vous mettez 300 watts chez vous, vous faites environ en France 350 kWh à l'année, et ça représente entre 10 et 15% de la consommation électrique d'un ménage hors chauffage. Et donc en fait, vous avez un impact direct. Je pense que quand le gouvernement nous appelle à réduire notre consommation et de faire plein de petits gestes, évidemment on l'appelle chez BIM Énergie, mais on dit regardez, il y a une solution simple, on peut très rapidement déployer du solaire en France. C'est ce que je mets ensuite. Et puis surtout, nous, ce qu'on pense, c'est que ce genre de système, c'est un premier pas facile dans le solaire. Il y a aussi, je pense qu'ici, dans cette assemblée, il n'y a que des gens qui connaissent le solaire par cœur. Il n'y a que des professionnels, il n'y a que des gens extrêmement compétents sur le sujet. Mais nos concitoyens ne sont pas des techniciens. Et je pense que même s'ils aspirent et ils ont envie d'aller vers le solaire, il y a besoin de les accompagner et de faire ce premier pas. La personne qui travaille chez EFI tout à l'heure nous repartageait le prix moyen d'une installation de 3 kW sur le toit, c'est quelques milliers d'euros plutôt. Et quand on ne connaît pas bien ces sujets-là, qu'il n'y a pas une marque forte, qu'on a envie d'y aller mais on a un peu peur, c'est dur de passer ce prix de plusieurs milliers d'euros. Alors que grâce à une solution de plutôt quelques centaines d'euros, vous pouvez faire ce premier pas, vous pouvez vous familiariser avec la technologie solaire, vous pouvez vérifier que ça marche, que ça a un impact sur vos factures, que ça produit, que ça fonctionne, et à partir de là, et nous on le voit chez BIM Énergie, les gens nous disent comment je peux aller plus loin, et c'est aussi notre ambition chez BIM de continuer à les accompagner sur des installations solaires plus conséquentes, qui seront plus forcément du plug and play, qui seront plutôt des installations en toiture, mais en tout cas ça a permis de déverrouiller des projets qui jusque-là étaient restés sans lendemain. Et du coup, avec Enerplan, le SER et l'ADEME qui nous accompagnent aussi là-dessus, on a voulu structurer et accompagner le déploiement de ces solutions solaires plug and play sur prise 230 volts qui sont récentes. Encore une fois, je vous ai donné la courbe de progression chez BIM Énergie, mais c'est la même chez nos confrères. Et aujourd'hui, on est un peu face à un vide normatif. Ça va trop vite pour les normes. Et donc, on a quand même envie que ce nouveau type de consommation du solaire soit fait dans les règles de l'art. On n'a pas envie que les gens fassent n'importe quoi. Et encore une fois, c'est vraiment notre volonté, c'est d'accompagner, d'expliquer comment on peut correctement venir déployer ce genre de solution. Et donc, on s'est réunis avec des experts du SER et d'Enerplan et toutes les personnes de bonne volonté qui ont voulu justement travailler sur ce sujet-là. On a bossé pendant plus d'un an, on a commencé en septembre 2021 et aujourd'hui on arrive vers la fin et voilà, on a créé ce guide qu'on a fait relire par un organisme tiers indépendant qui nous a validé ce qu'on a écrit et on va sortir ce guide et le diffuser, j'espère, le plus massivement possible à partir du mois prochain en espérant que ça puisse continuer de structurer cette filière
ENR qui n'est qu'au début de son expansion et comme vous l'avez vu, qui a toute sa place à prendre dans le déploiement du solaire en France. Très prometteuse en tout cas. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Roger pour ces informations. Je vous en prie. Merci, avec une actualité en plus. On attend tous ce guide avec impatience. Ouais, voilà, vous serez octobre au 2023, dans un mois. Merci beaucoup. On va passer aux questions de la salle. Alors avant, j'ai une question de... Allez-y, levez la main, comme ça on vous amène le micro le temps que le micro voyage. Daniel Munier nous demande l'évolutivité des projets de l'autoconsommation individuelle vers l'autoconsommation collective est très mal connue alors que la demande explose. Comment mieux expliquer les processus? Qui s'y colle? Oui, Louis Lallemand. Ouais, je veux bien donner quelques éléments de réponse et puis comme ça je pourrais aussi évoquer rapidement rapidement, ouais. La deuxième question. La deuxième question. Allez, okay. Alors que je vais poser aussi. Alors je pose. Répondez à la première rapidement. D'accord. Ouais. Simplement, il y a aussi l'impératif de repenser l'énergie comme un équipement d'utilité publique qui est tout à fait différent en fait d'un projet en autoconsommation pure ou un projet de production pure en fait. C'est-à-dire que dans l'ACC, vous avez quand même une mise en lien d'acteurs qui ont aussi des intérêts divergents entre un consommateur qui veut payer sa facture le moins cher possible et un producteur qui, dans l'absolu, aimerait valoriser son kilowattheure le plus haut possible. Donc c'est un des freins à la réalisation d'opérations d'ACC qui peut avoir lieu. C'est pour ça que nous, dans notre modèle, on défend des modèles territoriaux avec au centre des acteurs publics ou citoyens dans ce genre de projet. Parfait. Et à la question... Alors, la question, je la pose parce que les gens ne connaissent pas la question. Aujourd'hui, le lien entre énergie citoyenne et autoconsommation collective n'est pas automatique. D'ailleurs, l'autoconsommation n'est pas nommée dans les textes sur les communautés d'énergie renouvelable. Comment comptez-vous soutenir ce lien à l'avenir au sein des collectifs d'acteurs de l'énergie citoyenne ? Oui, tout simplement, l'autoconsommation collective, c'est pas une communauté d'énergie. Aujourd'hui, vous pouvez très bien avoir des acteurs qui... On aura une table ronde consacrée aux communautés cet après-midi. Tout à fait. Et vous avez des acteurs qui vont vendre leur kilowattheure indexé sur le prix de l'énergie. Ou, tout simplement, vous pouvez avoir différentes formes de stratégie. Les communautés d'énergie renouvelable, c'est une définition d'un mode de fonctionnement, d'un mode de gouvernance. Autour de ça, vous pouvez avoir des communautés de production, de consommation, des communautés axées sur la mobilité. Donc ça regroupe un ensemble finalement de modes de fonctionnement autour de l'énergie, mais qui sont axés sur un principe de gouvernance, de lucrativité limitée, donc gouvernance partagée, lucrativité limitée, et avec aussi le principe de localité qui est défini dans les textes de la SER. Parfait, merci, oui. Juste pour ajouter quelque chose sur le lien entre énergie citoyenne et autoconsommation collective, pourquoi ce lien n'est pas encore automatique ? Historiquement, l'énergie citoyenne avait un modèle d'affaires, c'était la revente totale, avec des projets qui étaient aussi subventionnés et bénéficiaient à la fois de subventions d'investissement et de tarifs d'obligation d'achat dans le modèle de revente totale. Avec le S21, on ne peut plus cumuler les deux. Et donc, c'est depuis le S21 que nous, on voit revenir les énergies citoyennes vers le modèle de l'autoconsommation collective comme un nouveau modèle d'affaires en remplacement de leur modèle d'affaires traditionnel. Mais voilà, historiquement, c'est parce que c'était plus simple pour eux de refaire la vente totale. Ils avaient passé beaucoup de temps à développer ce modèle et voilà, ils se concentraient là-dessus pour le moment. On comprend mieux l'explication des processus. Et un dernier mot, Louis Lallemand, très court. Simplement, je voudrais aussi rappeler qu'il y a eu tout dernièrement, en 2021, des ambitions nationales en termes de développement de projets citoyens, avec à l'époque Barbara Pompili qui annonçait 1000 projets citoyens d'ici 2028 et une annexe à la PPE. Donc, dans les moyens qui vont être déployés, il y a effectivement les réseaux d'énergie partagée, avec plus 50% de conseillers, de fonds alloués à ces réseaux-là. Donc il y a déjà en fait un écosystème coopératif des communautés d'énergie renouvelable qui existe, avec énergie partagée, ESPUL, vous avez énergie solidaire, etc. Vous avez les énercopes locales et les coopératives locales citoyennes. Et ça, clairement, il va y avoir aussi aujourd'hui une montée en compétences techniques sur les sujets de l'autoconsommation collective. Merci Louis Lallemand. La parole à la salle. Oui, bonjour, Antoine Jacob, Arcolia Énergie. J'ai une question pour... Arcolia, c'est ça ? Arcolia Énergie, oui, voilà. J'ai une question pour M. Barlier d'Enedis. Il y a pas mal de zones pour lesquelles les réseaux sont aujourd'hui
pas loin de la saturation. Je parle notamment de projets qu'on a sur le Cantal. La difficulté que l'on a aujourd'hui, et ça s'est toujours présenté quand on voulait raccorder des installations sur le réseau, c'est que quand vous demandez une demande de raccordement Enedis, vous avez le droit à une question, est-ce que je peux raccorder ma centrale de 500 kW sur le réseau? Là, Enedis fait tout ce qu'ils peuvent pour trouver une solution, mais jamais ne vous dit que 500 kW c'est trop, mais par exemple 400 kW ça pourrait passer, parce que la discussion avec Enedis sur l'adaptation du projet au réseau n'est pas possible réglementairement. Comment est-il possible de faire évoluer ça pour adapter la production au réseau et plus tard évidemment le réseau à la production? Oui, c'est un vrai sujet. Le Cantal est très concerné. Je vais vous dire l'Aveyron aussi, la Haute-Vienne aussi. C'est le sujet que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais de développement dans les zones rurales. On commence à avoir des réseaux saturés, aussi bien d'ailleurs en BT qu'en HTA, voire même dans le cas du Cantal, on commence aussi à avoir des problèmes côté HTB. Ça donne une idée du mouvement qui est très positif en soi, mais comment on doit y répondre? Alors, il y a un début de réponse, c'est ce qu'on est en train de préparer, qu'on a appelé Captain dans notre jargon, qu'on va mettre à disposition, j'espère, l'année prochaine, en tout cas sous forme de test. C'est jamais simple à faire, mais c'est une forme de lecture des capacités d'accueil sur le réseau de distribution. Vous savez, ça existe déjà sur le site de RTE sur les postes sources. C'est un site piloté par RTE, mais qui est fait conjointement avec nous, où vous pouvez savoir que dans telle zone, vous pouvez raccorder 5 MW sans difficulté. On est en train de développer la même chose sur le réseau de distribution, alors qu'on ne va pas pouvoir afficher tout en même temps parce que ça serait illisible. L'idée, c'est d'avoir un calcul un peu simplifié par rapport à une vraie étude de raccordement, mais qui va donner un ordre de grandeur. Vous aurez votre souris, vous pourrez cliquer sur le réseau HTA ou même le réseau BT. On va commencer par le réseau HTA, ça sera déjà bien. Et vous saurez que vous avez une capacité en soutirage et en injection d'ailleurs, on peut faire bien les deux calculs, d'un certain volume. Donc ça, c'est un début de réponse à ça. Donc c'est là où vous pourrez voir que 500 kW, ça passe pas, mais 400 kW, oui. Maintenant, ça, c'est un calcul simplifié, et c'est vrai qu'ensuite, si on veut aller plus dans les détails et bien faire une vraie étude de raccordement, là, on a besoin d'un certain nombre de données. On a deux difficultés si on devient accompagnateur. C'est possible, techniquement, on a les compétences. Mais la première difficulté, c'est la charge de travail après pour chaque opération, parce que si sur chaque opération, il faut y passer 3 fois plus de temps parce qu'il faut étudier différents scénarios possibles, c'est beaucoup plus lourd, donc ça pose la question des ressources et du financement de ces ressources. Et la deuxième partie, c'est aussi le côté concurrentiel de cette question-là, parce qu'il y a aussi des bureaux d'études qui ont fait leur métier de conseiller des installateurs au niveau de leur raccordement et au niveau du dimensionnement de leur installation. Donc il faut qu'on trouve des solutions ensemble pour éviter de tomber dans ces pièges-là et qui pourraient nous être reprochés ensuite. Mais en tout cas, on veut y travailler. La réponse vous satisfait? Parfait. Une autre question? Oui, question aussi pour M. Barlier. Un de nos freins, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la problématique de l'assurabilité du matériel, la fameuse liste verte chère à Enerplan. L'AQC m'a indiqué plusieurs fois dans des réunions qu'il y avait des discussions avec Enedis pour qu'éventuellement ce soit sur le portail demande de raccordement qu'on puisse saisir les panneaux qu'on met effectivement, puisque effectivement la traçabilité des panneaux est importante. Tout le monde se souvient du problème Scheuten où on ne pouvait pas prévenir des gens qui avaient un toit qui pouvait brûler. Qu'est-ce qu'il en est effectivement, et est-ce que c'est quelque chose qui est réellement envisageable? J'ai entendu parler de cette question, mais alors je suis vraiment désolé parce que j'avoue que je n'ai pas la réponse. Mais par contre, j'ai bien noté la question, et si vous pouvez donner ensuite vos coordonnées, j'essaierai de vous répondre. Il y a peut-être d'ailleurs un de mes collègues dans la salle qui saura répondre mieux que moi. Non, je vois qu'il dit non de la tête. Non, mais désolé, mais on va instruire, on va regarder ça. Monsieur, oui. J'attends votre question. Oui, bonjour. Jean Labaste, Q Energy. Moi, j'avais une question qui se rapportait aussi bien à l'autoconsommation individuelle que l'autoconsommation collective en termes de bancabilité. Je voulais avoir le retour d'expérience de peut-être de messieurs Verwatt et Nogrid. Et Nogrid, oui. Rémi Bastien. Pour savoir comment vous avez pu financer vos projets. Et, grâce aux banques, vous avez sans doute dû lever de la dette. Et comment ont réagi les banquiers face aux risques qu'il pouvait y avoir, notamment
sur la pérennité de la consommation. André May. Oui, effectivement, c'est une bonne question parce que tout ça, il faut le financer. Donc voilà, donc, au niveau de boucle, on trouve par nous-mêmes et donc avec principalement des fonds d'infrastructure pour financer 60% de chaque boucle. Et après, les 40%, eh bien, on va regarder localement, hein, parce que vous l'avez bien compris, on est une entreprise où on est dans tous les territoires. Et donc on cherche on trouve des banques qui sont présentes localement. Et donc ces banques qui sont présentes localement, eh bien on les sollicite pour la partie equity, donc la partie action, et aussi sur la partie du financement. Bon, ce qu'on a aujourd'hui, sans citer de chiffres, bien sûr, le rapport entre les deux, quand vous avez un champ solaire, eh bien, c'est 10%, en général 10% de capital et 90% de financement. Là, comme sur les boucles, surtout de cette taille-là, eh bien, on n'a pas tout à fait les mêmes rapports et on est en train d'instruire en ce moment et on devra avoir un accord d'ici à peu près 3 à 6 semaines sur le financement d'ensemble. Et donc, une boucle, c'est à peu près 4,2 millions de CAPEX. Et donc, il faut financer à ce niveau-là. Alors, quand on aura déjà fait 10 boucles, ça sera plus facile à financer. Et donc, on aura un rapport qui, j'espère, sera moins élevé. Aujourd'hui, vous avez un effet où, d'un côté, le prix des panneaux et tout ce qui est matériel électrique, électronique a augmenté. Et aussi, on a le prix de l'énergie qui a beaucoup plus augmenté. Donc, on est dans une zone qui est globalement neutre, voire favorable par rapport à tout ça. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est on travaille au niveau boucle énergie globale avec des financements de type nationaux, voire européens. Et après, on travaille au niveau local sur des financements de type régionaux. Donc voilà à peu près comment se fait la répartition locale. Et puis après, eh bien, les magasins de la boucle peuvent ou non participer au financement. Ça, on leur propose, ils disent oui, ils disent non. Pour le premier J'allais vous dire, ils disent plutôt oui ou plutôt non? Pour les premières, c'est plutôt non. Ouais. Mais bon, ce qu'on voit, la communauté aussi, la métropole, peut investir ou peut ne pas investir. On a eu le label Capitale Verte Européenne à Grenoble. Donc ça, c'est un point important pour nous, et ce qui nous amène des introductions de très haut niveau. Ils vont peut-être pas investir, mais d'autres métropoles peuvent investir. Donc là, on est très souple sur ces points. Merci André May pour l'info. Allez, 2 autres questions dans la salle et puis on va déjeuner. Bonjour à tous. Question rapide, réponse rapide. Très bien. Espérons. Gauthier Deny, Société Énergie. Ma question s'adresse à Monsieur Barlier. Je voulais revenir sur la problématique des difficultés de raccordement, par exemple dans le Cantal ou en Haute-Vienne. Indépendamment du sujet d'optimisation de la puissance de raccordement, aujourd'hui, il y a une vraie difficulté qui est celle de la saturation des postes sources, qui est en fait une fausse saturation des postes sources, qui est uniquement liée à un système de priorisation. Les petits projets basse tension pouvant être raccordés très vite se retrouvent bloqués par des projets qui vont que sortir dans 4 ou 5 ans. Quelle est la position d'Enedis sur le sujet? Est-ce qu'on peut attendre dans les prochaines semaines une évolution de cette règle de priorisation pour pouvoir raccorder des centaines, voire des gigawatts de projets solaires qui aujourd'hui sont bloqués à cause de cette thématique-là? Donc en gros, c'est petit projet versus grand projet, c'est ça? Avec des calendriers de sortie qui sont différents. Avec des calendriers de sortie différents, ouais. Absolument, on était dans une situation un peu absurde, puisque pour laisser de la place à des projets HTA qui mettaient plusieurs années à se développer, on bloquait des projets BT. Donc on a fait des propositions auprès des pouvoirs publics. Nous allons proposer, alors je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais dans le cadre de notre comité de concertation avec les producteurs, une évolution de notre documentation technique de référence. Donc oui, nous voulons trouver des solutions. Alors à court terme, ce que nous dit le régulateur, c'est qu'on pourrait raccorder donc beaucoup plus vite la basse tension
ayons en tête qu'au moment où la HTA va finir par arriver sur le réseau, on aura bien besoin peut-être de faire preuve de flexibilité pour le coup et d'effacer. Donc notre idée, c'est plutôt, si on n'a pas encore pu faire les travaux, les nôtres ou ceux de RTE, de renforcement du réseau amont, ça sera d'effacer, en tout cas à titre provisoire, les producteurs HTA pour faire de la place aux producteurs BTA. Alors pourquoi on veut commencer par effacer plutôt les producteurs HTA? Pour une raison très simple, c'est que la solution technique existe déjà en HTA. Mais ça, c'est une situation provisoire. Ce que nous a demandé le régulateur, et je pense que c'est certainement aussi abordé, et ça sera abordé en comité de concertation avec les producteurs, c'est bien de réfléchir à des solutions qui ne coûtent pas cher en basse tension. Il faut bien avoir en tête que des systèmes de délestage de la production, c'est un certain coût pour la collectivité comme pour les acteurs. Et donc, il faut ensemble trouver la solution la plus performante. En tout cas, oui, on est donc très ouvert à accélérer ce raccordement du petit photovoltaïque. Je vous invite peut-être à échanger pendant le déjeuner, tous les deux. Une dernière question? Non? Vous savez quoi? On va partir déjeuner pour le coup. Et merci à vous pour votre attention. Merci aux gens qui nous suivent. On peut applaudir effectivement les intervenants. Merci aux gens qui nous suivent à distanciel. Et je vous donne rendez-vous à 14h pour une table ronde passionnante sur le photovoltaïque et la mobilité électrique. Bon appétit à tous. À tout à l'heure. Merci.